Nous allons reprendre maintenant avec la première table ronde de la matinée et je laisse la parole à Elisabeth Sutton, la modératrice. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Elisabeth Sutton, la cofondatrice du site d'info idbooks.com et je suis également consultante en communication, relations presse et marketing pour toute la chaîne du livre. Pour parler avec moi aujourd'hui de prescription autour du livre, j'ai 4 invités qui sont tous, chacun dans leur spécialité, extrêmement pertinents et qui compléteront parfaitement les propos qui ont été tenus jusqu'à maintenant autour du livre, de la prescription et du faire parler du livre, et notamment sur le web au sens large. Donc j'ai Pascal Iltis qui est là, qui est responsable presse et communication à La Découverte. Bonjour. Guillaume Tesser de l'autre côté, qui est le cofondateur de Babelio, le réseau dont on va parler, on va donner quelques infos sur la manière dont ça fonctionne. Aurélie Denoise, qui est directrice marketing Pôle Poche dans le groupe Editis, et Valérie Donadoni, qui est juste à ma gauche, qui est directrice de l'agence Georges et Madeleine. Mais d'abord, avant de passer à la phase questions et échanges avec nos invités, je voudrais dresser un tout petit portrait, on en a dit pas mal de choses déjà ce matin, pour ouvrir un peu l'éclairage autour de ce sujet de la prescription. Donc on va identifier les prescripteurs. Qui sont-ils? On ne va pas tous les citer, mais il y a évidemment les libraires, il y a les bibliothécaires, il y a les éditeurs, il y a les délégués pédagogiques, les auteurs. Ça, c'est pour la chaîne du livre et les personnes qui interviennent tous à un niveau ou à un autre dans la prescription du livre. Et puis, nous avons les journalistes et les lecteurs par le bouche à oreille qu'ils font dans la famille, auprès de leurs amis, etc. Et souvent, ces lecteurs peuvent être aussi des blogueurs parce qu'ils sont passionnés de lecture et ils bloguent autour de leur dernière lecture. Et bien sûr, on a les fameux influenceurs. Et souvent, les lecteurs sont également blogueurs et également influenceurs. Donc, on va rentrer de façon plus profonde dans ce sujet-là. Cette myriade de prescripteurs constitue aujourd'hui un maillage qui est aussi hétéroclite que complémentaire. Si on se penche rien que sur les réseaux sociaux, on va citer par exemple Facebook, Instagram, Twitch, dont on n'a pas parlé encore ce matin, TikTok, Twitter, Discord, qui a une montée en puissance autour du livre, et bien d'autres. Et tous parlent de livres à leur manière. Il n'y a pas une façon de parler de livre, mais des milliers de façons de parler du livre au sens large. Si on se met à décortiquer 3 réseaux, on s'aperçoit, donc je parle de Facebook, notamment Instagram et TikTok, on s'aperçoit que ces réseaux, qu'il existe encore une galaxie qui gravite autour du livre papier, du livre numérique et du livre audio. Sur Facebook, il existe des centaines de groupes qui parlent de livres. Donc on a des groupes génériques, comme par exemple, ils ont chacun leur petit nom, Fou de lire, Dingue de lecture, et puis il y a des groupes beaucoup plus spécifiques sur des thématiques, fans de SF, qui regroupent des milliers de lecteurs passionnés de SF, le groupe Romance au sens large, les Thrillers et vous, qui est un groupe de passionnés de thrillers, etc., etc. Sur Instagram, on a des hashtags qui permettent de trouver toutes les publications autour du livre sous toutes ses formes. Le plus visité aujourd'hui, que ce soit en France comme à l'étranger, je crois qu'il y a plus de 16 millions d'occurrences, c'est le hashtag BookAddict. On a également Instalivre, Instabook, Bibliophile, qui recense par exemple le mot bibliophile, le hashtag bibliophile, qui recense plus de 8 millions de publications. Le mot livre, c'est 2,4 millions de publications.
Le mot roman, c'est plus de 5 millions de publications, etc., etc. On a aussi la notion très française qui est livre addict. Et là, on a plus de 100 000 publications autour de ce hashtag. Sur Twitter, on parle aussi de livres, et notamment spécifiquement le vendredi, avec le fameux hashtag vendredi lecture. Et sur TikTok, on ne va pas y revenir, on a le fameux BookTok dont nous avons parlé tout à l'heure. Tout cela nous mène à notre sujet sur la prescription, et je me tourne vers nos invités et je vais faire un petit tour de table rapide avec les 4 invités qui sont autour de ce plateau. Et je voudrais savoir pour vous quel est le top 3 des évolutions majeures de ces dernières années en matière de prescription pour le livre. On peut peut-être commencer, voilà. Top 3. Top 3, je ne sais pas si ça va être un top 3, mais en tout cas, en ce qui concerne la découverte, alors les éditions de la découverte, c'est quand même un éditeur de non-fiction, un éditeur de sciences humaines. Pardon, là c'est mieux. Voilà. La découverte, éditeur de sciences humaines, de non-fiction, donc c'est quand même assez caractéristique, et je pense que ce que je vais dire pour la découverte ne vaut évidemment peut-être pas forcément pour toutes les autres maisons. Mais pour la partie qui me concerne, moi je vois surtout une accélération. Pour moi, c'est le mot qui incarne le plus les quelques mois, années qui viennent de se passer, avec l'idée effectivement que la multiplication des supports, la multiplication des lieux où il faut faire parler de nos livres était vraiment très, très sensible ces dernières années, et que ça nous oblige effectivement à une forme de stratégie presse qui doit se démultiplier sur ces différents supports. On ne parle pas de la même façon d'un livre sur tel support ou dans la presse plus classique. Et donc je pense qu'effectivement ça nous oblige effectivement à faire parler de nos livres pour ce qu'ils sont, mais aussi en fonction des interlocuteurs et des lieux dans lesquels ils vont être traités. Ensuite, pour moi, l'accélération, c'est aussi que un très beau lancement, c'est super, mais qu'en tout cas ça ne dure pas, et qu'en fait il faut surtout faire durer. Et pour moi, c'est une des difficultés récentes, c'est entretenir, et effectivement, on ne peut pas s'arrêter à une très belle couverture presse pour le jour de la sortie. En fait, il faut accompagner de plein de façons différentes, et c'est là aussi où c'est une multiplication de tâches et de missions pour faire durer les livres dans le temps. Voilà, pour moi. Parfait. Valérie ? Alors, je vois 2 nouveaux terrains de jeu. Vous m'entendez bien, oui ? Oui. 2 nouveaux terrains de jeu. TikTok, bien sûr, avec le boom numérique qu'on a connu ces dernières années. TikTok était un support, un réseau social un peu marginal, devient aujourd'hui incontournable dans la prescription du livre. Et en tant qu'agence créative, on aime particulièrement TikTok parce que TikTok offre d'infinies possibilités créatives. On l'a vu tout à l'heure. Je vous invite à découvrir, si vous ne connaissez pas ces termes, les hauls, les reveals, les POV, les duets. Vous verrez, c'est des mots un peu barbares, mais je vous invite vraiment à aller découvrir ce jargon TikTok, et derrière toutes ces infinités créatives que ce réseau offre. Autre point intéressant, c'est ce terrain de jeu n'est plus réservé aux jeunes générations. On a 42% des utilisateurs TikTok qui ont aujourd'hui entre 30 et 49 ans, donc plus si jeunes que ça. C'est sur l'âge. À 49 ans, on est encore un peu jeune, mais pas tout à fait. Non, mais en fait, je réponds à des objections, parce que beaucoup d'éditeurs sont encore un peu frileux d'aller sur ce terrain de jeu. C'est vrai que TikTok, on le disait tout à l'heure, c'est un lieu de divertissement, parce qu'ils pensent que c'est réservé à des publics très jeunes, mais en fait, pas tant que ça, même si, bien sûr, la jeunesse est très relative. Mais voilà, TikTok. Un autre terrain d'expression très intéressant, et qui peut être un peu l'antithèse de TikTok, c'est les podcasts. Parce que sur TikTok, on est dans l'immédiateté, on est dans la consommation massive de contenu, alors que le podcast, quand on va mettre en place un podcast, on va travailler sur une logique de slow content.
Et ce qui est très intéressant dans le podcast, c'est que c'est un média qui a réussi, là où beaucoup d'autres ont échoué, à capter l'attention sur un temps long. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça plaît beaucoup aux éditeurs avec lesquels je travaille, parce que c'est un nouveau terrain d'expression. C'est une nouvelle façon d'écrire. Et ça offre de nouvelles perspectives aussi de business, parce qu'il y a des nouveaux modèles économiques à créer autour du podcast. Et enfin, un troisième terrain, c'est pas vraiment un terrain d'expression, mais une troisième évolution majeure, c'est le marketing d'influence, évidemment, qu'on va travailler sur ces différents supports. Aujourd'hui, on peut difficilement mettre en place une stratégie marketing sans travailler l'influence marketing. Merci beaucoup. Alors de mon côté, forcément, je vais rejoindre Valérie. Je vais en citer deux. C'est pour moi TikTok et l'influence. Alors pourquoi TikTok ? Je travaille au sein du groupe Editis pour des marques qui s'adressent notamment à la jeunesse et aux adolescents, Kurokawa, la marque manga et Pocket Jeunesse. Et c'est vrai qu'il a été important de prendre le virage TikTok assez tôt pour pouvoir défendre nos publications et surtout toucher notre public. Et côté influence, là aussi, un enjeu majeur. Le métier des attachés de presse, on en a déjà parlé, a beaucoup changé aujourd'hui puisque on s'adresse, elles envoient des SP, elles envoient maintenant des kits, des box influence, et elles ciblent donc ces influenceurs-là. Et puis il y a toute la partie aussi influence payante qui fait maintenant partie quasi systématique de la stratégie de lancement de nos ouvrages. Voilà, je resterai sur ces deux-là. Guillaume ? Merci, je passe en dernier, évidemment, tout a déjà été un peu dit. Non, je rejoins moi Pascal sur la complexité, sur le fait que effectivement, TikTok, tous ces nouveaux Twitch, etc., il y a un nouveau média qui s'ajoute tous les 2 ans. Pour autant, il n'efface pas les précédents, et donc tout ça s'empile, et il faut travailler à la fois, il faut continuer à déjeuner avec des journalistes, chercher à placer son bouquin dans la grande librairie, et en même temps aller chercher l'influence là où elle se joue, aujourd'hui sur TikTok, demain ailleurs, hier sur Facebook, etc. Donc il y a une complexité croissante, et j'aimerais pas être attaché de presse aujourd'hui, mais c'est pas mon cas. Ça, c'est le premier point. Après, alors, dans les changements majeurs, je pense qu'il y a aussi le fait que la prescription, elle va, notamment sur ces publics-là d'influence, s'exercer sur des objets qui parfois sont plus du livre, qui peuvent être aux frontières du livre, que ce soit aujourd'hui, alors on parlait du podcast, mais il y a de la fiction audio par exemple, et finalement pour ces publics-là, de parler d'un livre audio, de parler d'un livre ou d'une fiction audio, c'est pas très différent, de parler de webtoon, de parler de fanfiction, tout ce qui se passe sur Wattpad, etc. Et donc il y a tout un univers qui est para-livre ou para-texte, et sur lequel s'exerce aussi une prescription, et de manière assez mélangée finalement, aussi bien sur Instagram, une lectrice va parler d'un compte qu'elle suit sur Wattpad, et puis ensuite d'un livre qu'elle a acheté en librairie, etc. Et tout ça se mélange assez allègrement. Et après, alors moi, de mon point de vue, en voyant aussi, nous on est un assez bon thermomètre du bouche à oreille et de ce qui se passe du côté des lecteurs, un phénomène, alors, pas un phénomène de prescription, mais qui en tout cas fait vendre des livres et qui est récent, et dont on parle peu, c'est Netflix. Nous on constate quand même le pouvoir des adaptations de Netflix et de la transcription en vente, est quelque chose dont on parle assez peu, mais qui est en tout cas, de mon point de vue, un phénomène récent et assez fort. Parfait. Donc on a une vision un peu 360 degrés selon les métiers de ces fameux top 3 des évolutions majeures. On va rentrer un peu plus dans le détail avec vous, Pascal. Est-ce que, vu que vous êtes chargé des relations presse, est-ce que vous travaillez et vous communiquez de la même manière avec les prescripteurs historiques tels que les journalistes, les blogueurs et les influenceurs? Et sinon, quelles sont les différences au niveau de vos méthodes de travail et comment vous les priorisez en fonction des sujets que vous voulez ou des livres que vous voulez plus ou moins pousser? Encore une fois, pour la découverte, je représente à la fois la découverte, Zone Édition et aussi les empêcheurs, qui sont quand même tous des marques qui on produit essentiellement des sciences humaines. En fait, nos prescripteurs, c'est nos prescripteurs historiques, c'est les journalistes, mais parmi les nouveaux prescripteurs, ce sont surtout des universitaires, puisqu'effectivement, la
production qu'on représente, c'est eux qui l'identifient, c'est eux qui la portent, et c'est eux qui effectivement nous servent aussi d'influenceurs. Donc, parce que essentiellement nos livres demandent quand même à la fois un travail d'appréhension. Enfin, il faut quand même connaître un peu les sujets qu'on porte, et qu'effectivement ce sont eux qui sont le plus à même de pouvoir à la fois les identifier, en voir le caractère à la fois novateur, et avoir envie effectivement de les soutenir et de les relayer par plein de bien différents, parce qu'à la fois il y a des historiens qui sont à la fois chroniqueurs dans la presse, mais qui ont aussi leur propre podcast, d'autres qui effectivement alimentent très régulièrement des sites en ligne et qui rendent compte très régulièrement des ouvrages qu'on publie. Donc là où ça a changé aussi, c'est que finalement, à la fois on est au cœur effectivement d'une communauté quand même d'universitaires, de professeurs, de chercheurs, qui à la fois travaillent aussi avec la presse écrite, travaillent aussi pour des sites, pour des podcasts. Et puis, on a aussi des sites, des nouveaux sites d'information qui sont aussi beaucoup le lieu où de jeunes chercheurs, de jeunes thésards aussi écrivent. Et eux, ce sont aussi nos meilleurs relais, parce qu'effectivement, ils ont une vraie appétence pour la production qu'on porte, et rendent compte ou font des entretiens qui sont effectivement d'une qualité assez rares, et qui sont pour nous effectivement des vrais médiateurs. Donc, en tout cas pour nous, ce sera plutôt cette façon dont ça se passe. À savoir qu'effectivement aujourd'hui, aucun média n'est prescripteur en lui-même, que là où effectivement on pouvait se rassurer parfois dans le lancement d'un ouvrage avec une émission de radio, une émission de télé ou un grand papier dans la presse écrite, aujourd'hui on est obligé de multiplier les relais. Nos plans médias intègrent à la fois les médias traditionnels, les nouveaux médias, et aussi les lieux de rencontre, les lieux des festivals, les lieux qui accueillent des auteurs et qui, effectivement, eux aussi, je pense, à leur façon, sont des vrais relais, nous aident aussi à faire connaître à la fois les ouvrages et les auteurs. Voilà. Donc, en gros, je dirais que tout notre travail, c'est de jouer la complémentarité des supports, des espaces, que rien n'est en soi le plus important, mais qu'il faut vraiment jouer un peu de tous ces... Et puis savoir, en plus, en cours de route, voilà, parce que parfois les livres démarrent et on sent qu'effectivement les choses se passent bien, puis parfois, effectivement, on sent que ça ne marche pas du tout. Et donc, on va pouvoir s'ajuster, trouver des pistes secondaires pour arriver à ce que les livres aient la vie qu'ils méritent. Voilà. Donc là, on voit le côté justement de l'importance de la prescription et puis de la longue traîne aussi de la prescription. Il ne s'agit pas qu'on ait quelque chose uniquement d'éphémère, mais plutôt sur le long terme, en tous les cas, dans le type de livre que vous éditez. Et justement, Guillaume, du côté de Babelio, est-ce que vous considérez que votre média, est-ce qu'on peut l'appeler un média déjà, joue un rôle d'influenceur aujourd'hui, à la fois considéré par les éditeurs et évidemment par le lecteur final et ceux qui y publient? Oui, alors nous on travaille évidemment beaucoup avec les maisons d'édition sur la promotion de leur sortie auprès de notre communauté. Après, nous on a, par rapport à tous les exemples d'influence qu'on cite, on est un média un peu particulier dans le sens où on est un site où il y a des lecteurs qui parlent de livres. En soi, c'est pas très différent de ce qu'on a pu entendre sur BookTok ou ce qui se passe sur Instagram. Après, la grande différence chez nous, c'est qu'il n'y a pas de... Je serais incapable de vous dire quels sont les comptes à suivre sur Babelio, par exemple. Il n'y a pas de star sur Babelio, il n'y a pas de... À la différence des booktubeurs ou des bookstagrammeurs, des booktokers. Nous, les gens sont plutôt... Babelio, c'est la voix des lecteurs, des bons lecteurs, mais pas indifférenciés. En tout cas, si vous êtes membre de Babelio, vous pouvez suivre des gens précisément en fonction de vos lectures, en disant lui, c'est un fan de polar, etc. Mais c'est de la recommandation presque de pair à pair, en disant comme mon collègue qui est fan de littérature de l'imaginaire, il m'en parle. Et pour autant, ça ne fait pas de lui un influenceur, ou c'est un micro-influenceur à la machine à café, mais en tout cas, c'est l'influence qui compte, et c'est des choses qui préexistaient à Babelio depuis toujours. La prescription de pair à pair, c'est quelque chose qui n'est pas très neuf. Pour autant, quand les gens vont sur Babelio, ils vont chercher en disant tiens, j'ai vu La Grande Librairie, qu'est-ce que les lecteurs ont pensé de ce livre ? Et la loi du nombre fait qu'on a une communauté qui s'est exprimée avec de multiples critiques, de multiples points de vue, mais qui construisent un peu une espèce de vox populi un peu globale, et qui est finalement ce que les gens viennent chercher chez nous, un espèce de label Babelio
un peu générique en disant, bah voilà, nous, l'ADN, c'est la voix des lecteurs, plus que la voix de tel ou tel lecteur précis. C'est ce qui nous différencie un peu de ça. Donc, en sens, on n'a pas forcément d'influenceurs à proprement parler sur Babelio. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'encourage pas spécifiquement. Le site n'est pas conçu pour ça. Nous, la clé d'entrée sur Babelio, quand vous rentrez, c'est le livre. Et vous allez voir ce qui se passe sur la page d'un livre, plutôt que de suivre un compte, un carnet, etc. On a fait le choix aussi, on a beaucoup parlé de créativité, sur Babelio, le format est horriblement contraint. Sur une critique Babelio, on ne peut même pas mettre de gras. Donc, pour vous dire à quel point on limite la créativité. Donc, on ne peut pas, par exemple, mettre un gif dans une critique. On a un mode d'expression qui est le texte pur et simple. Alors après, ça n'empêche pas d'être créatif. Ce n'est pas à des éditeurs que je vais apprendre qu'on peut être créatif juste avec des mots. Mais pour autant, on a un format qui est extrêmement limité, mais qui du coup est durable. C'est-à-dire qu'une critique de Babelio qui a été publiée en 2015, elle a encore de la valeur et elle ne répond pas forcément à un défi, un challenge du moment qui aurait un peu vieilli, où on ne saurait plus forcément de quoi ça parle. C'est aussi une métadonnée qui est un peu plus interopérable. Nous, aujourd'hui, nos critiques, elles voyagent on est partenaire par exemple, de bibliothèques municipales. Il y a 70 ou 80 grandes villes où il y a des critiques de Babelio qui sont répercutées dans le portail. C'est des choses qu'on ne peut faire que quand on a, enfin, en tout cas plus facilement, quand on a un objet texte un peu normé qui peut du coup se fondre ailleurs dans d'autres espaces et qui n'est pas limité à Babelio. Mais donc, petit détour, mais pour dire qu'effectivement, on est un média qui, je pense, est prescripteur, qui est très suivi, mais on est effectivement un média sans vedette, mais plus la voix des lecteurs. Et l'impact des algorithmes de Google, par exemple, pour ne pas les citer? Pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Babelio comme ça. C'est-à-dire que quand on cherche un titre ou un auteur sur Google, très souvent, on tombe sur Babelio. On se bat aujourd'hui avec Amazon, Wikipédia pour les premières places. Nous, c'est notre première clé d'entrée. Et aujourd'hui, par exemple, moi, le jeudi matin, je suis capable, juste en regardant le trafic de Babelio, de vous dire quel était le programme de la Grande Librairie la veille, juste en voyant vraiment les consultations, les pics d'audience sur tel et tel auteur, où on voit que les gens devant leur télé vont valider, confirmer, approfondir ce qu'ils ont entendu sur le plateau de la Grande Librairie. Mais donc pour nous, l'algorithme de Google est essentiel dans le fonctionnement de Babelio et dans l'accès et dans ce que ça génère après comme trafic et comme inscription sur le site web. C'est sûr qu'aujourd'hui, les critiques ou les chroniques qui sont publiées sur les réseaux sociaux ne remontent pas, vous me contredirez peut-être, mais ne remontent pas quand on fait une recherche Google. On est d'accord. Par contre, ce qui est publié sur les blogs ou sur des sites d'infos ou sur Babelio remonte effectivement quand on fait une recherche. On est d'accord. Ouais. Alors justement, c'est une très bonne transition pour ma question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, un passage à la télé, à la radio, dans la presse nationale, dans la presse de région, la presse régionale, dans les gros magazines de type Paris Match, Elle, etc., est-ce que c'est encore le Graal ? Et est-ce que les réseaux sont un phénomène de mode? C'est une question sous-jacente, donc vous pouvez répondre tout ou partie de ma question. Éphémère ou tout du moins versatile. Donc on va faire un petit tour de table. Ouais. Est-ce que pour vous c'est le Graal aujourd'hui, passer dans les médias traditionnels et à gros tirage ou à grand tirage? C'est une caution. Mais aujourd'hui, un tirage dans la presse ne vaut que s'il est relayé sur les réseaux sociaux. C'est devenu complémentaire. L'un n'existe pas sans l'autre, et j'ai même envie de dire que le très bel article de presse n'existera pas et ne vivra pas si derrière il n'y a pas une viralité importante qui sera apportée par les réseaux sociaux. Après, sur la question, est-ce que les réseaux sociaux sont un phénomène de mode ? On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux sont complètement ancrés dans nos quotidiens et ont complètement bouleversé nos sociétés. On voit qu'ils ont changé nos regards sur le monde, notre façon de communiquer. Ils ont changé aussi l'équilibre des pouvoirs. On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent être utilisés comme des outils de propagande ou au contraire dénoncer des crimes à l'autre bout du monde. Donc bien sûr, les réseaux sociaux sont aujourd'hui profondément ancrés dans nos sociétés et ça va être le cas pour des générations et des générations à venir. Ils ne s'appelleront peut-être plus TikTok, Instagram ou
Facebook. Et ce sera à nous de nous adapter pour s'en approprier les usages. C'est évident que ça restera sur des générations et des générations. D'accord. Qui est-ce qui a un avis sur ce sujet? Oui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que alors, chez Pocket, un passage à la grande librairie fait vendre, très clairement, toujours. Donc, ça reste le Graal. Mais on l'a vu aussi dans les exemples cités sur la conférence TikTok. TikTok aussi fait vendre voilà, via des phénomènes d'influenceurs. Donc, les deux sont complémentaires et les deux, aujourd'hui, sont... voilà. Et sur le côté versatile de ces réseaux, justement, celui qui prend l'ascendant sur l'autre, Ça, comment on s'adapte quand on est éditeur? Quelque part, en tant que marketeur, c'est notre job quotidien. On doit être, surtout quand on travaille sur des publics jeunes, qui sont souvent les premiers à s'emparer des nouveaux réseaux, il faut voilà, être à la pointe de l'innovation, voir quels réseaux vont aussi s'installer et durer. Et c'est vrai que TikTok, nous, est apparu assez vite comme un réseau qui allait durer. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur les marques jeunesse. Mais on a rapidement vu que le public plus âgé, comme le disait Valérie, s'intéressait aussi à TikTok. Et du coup, rapidement, on a aussi lancé nos marques adultes dessus. Donc oui, ça oblige à être en veille constante pour voir ce qui se passe autour de nous. Et peut-être qu'effectivement, dans 2-3 ans, il y aura un autre réseau qui supplantera TikTok. Qui a un autre avis? Oui, Pascal. Très complémentaire dans l'idée que effectivement le Graal, la télé, même la grande librairie, les effets sont là, mais ils sont assez variables. Et en fait, je pense qu'il y a autant de scénarios que d'émissions dites prescriptrices. Et finalement, la grande librairie, c'est 300, 400 000 téléspectateurs. France Culture ou France Inter sont capables de faire parfois plus, hein, enfin bien plus. Et donc parfois France Inter peut avoir ce pouvoir de prescription massif. En tout cas, la presse écrite, en ce qui nous concerne, elle reste effectivement clairement une façon de valider, de confirmer l'intérêt d'un livre et qu'elle est stratégique, ne serait-ce que pour voilà, amener d'autres journalistes à s'intéresser à un livre, que probablement effectivement tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement qu'il faut enchaîner un peu les étapes, c'est-à-dire qu'il faut de la presse écrite pour enchaîner ensuite sur de la radio, puis ensuite, si les auteurs sont très bons, parce que c'est aussi un critère d'évaluation aussi des auteurs, pour pouvoir passer à la télé et avoir effectivement cette multiplication qui fait qu'au bout d'un moment, le livre décolle et le livre peut toucher un public bien plus large. Ensuite, effectivement, sur les réseaux sociaux pour nous, c'est évidemment une caisse de résonance qu'on essaye, nous, de mettre en scène, mais qui effectivement aussi est mis en scène par d'autres. Et ça contribue aussi pour la presse écrite, qui effectivement a clairement une baisse de lectorat. Il y a cette nécessité à la fois de mettre en scène aussi les contenus qui sont produits par la presse écrite. Donc il y a un maillage, un savant. Il y a un maillage, voilà, qui n'est jamais... Il n'y a pas de règle ni de recette parfaite, mais en tout cas, il faut savoir jouer un peu de tout ça en espérant qu'à un moment donné, ça produise. Guillaume, une petite réaction rapide parce que le temps tourne et on a encore plein de questions. Non, mais je voulais juste rappeler déjà que c'est le Graal, mais il y a des pans entiers de la littérature qui sont de toute façon développés sans jamais avoir accès à la prescription traditionnelle. Donc, enfin, Louis en parlait tout à l'heure, mais la jeunesse, les jeunes adultes, la BD, même le polar maintenant un peu de place, mais enfin pendant très longtemps, tout ça c'était des parents pauvres de la prescription classique. Donc, et c'est quand même des gens littéraires qui ont prospéré par la force des libraires, du bouche à oreille. Et des réseaux sociaux indépendamment de la prescription traditionnelle. Je voudrais rappeler aussi que le public de la télévision, aujourd'hui, à moyen âge, c'est 56 ans, les gens qui regardent la télévision aujourd'hui. Donc même si évidemment tout ça est important, et c'est une moyenne d'âge qui est vieillissante, donc il est important de trouver des relais ailleurs, sur d'autres médias, et singulièrement évidemment en ligne. Après, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un effet de mode? Non. Est-ce que c'est versatile? Oui, je pense qu'effectivement, c'est compliqué. Il y a des nouveaux acteurs en permanence. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, la communication de Gallimard Jeunesse, ça se faisait sur un Skyblog. Et à l'époque, ça avait du sens. Aujourd'hui, évidemment, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus un jeune sur Skyblog et qu'il a fallu les suivre ailleurs. Donc, effectivement, il y a un travail de suivi permanent de cette évolution. Ouais. Parfait. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les pratiques de travail, notamment au sein de vos activités à toutes les deux.
qu'est-ce que vous utilisez pour communiquer le premier jet, on va dire, de communication quand un ouvrage sort? Est-ce que vous envoyez un communiqué, tout simplement, en arrosant les journalistes, les influenceurs, les blogueurs, et puis vous voyez comment ça retombe? Et est-ce que vous auriez des conseils à donner justement sur les bonnes pratiques, 2 au moins chacune, ça fera 4 en tout, sur justement la manière de communiquer sur le lancement d'un livre pour que on ait un impact dès la sortie ou peut-être même avant la sortie? Alors, pour moi, le communiqué de presse, journaliste influenceur, oui, il est important, ça reste la base, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de cela. Aujourd'hui, je reviens sur quelque chose qui a été dit ce matin. Pour moi, l'éditeur a aujourd'hui un rôle d'influenceur sur ses propres réseaux sociaux. Donc, il est capital d'accompagner le lancement d'un titre via des publications sur les réseaux sociaux. Et si autrefois sur Facebook et Instagram, on pouvait se cacher derrière un petit avatar et un petit nom, par exemple chez nous, c'est Madame Pocket qui répond aux internautes sur Facebook et Instagram et qui donne ses recommandations. Sur des réseaux comme TikTok ou Twitch, ce sont des réseaux qui sont incarnés, donc ce sont les collaborateurs qui deviennent les ambassadeurs de la marque. Donc ça a eu un certain nombre d'impacts. Aujourd'hui, quand on recrute un chef de produit pour Pocket Jeunesse, Kurokawa ou Pocket, eh bien, on lui demande bien évidemment s'il est prêt à se montrer sur les réseaux sociaux. On lui fait signer une attestation de droit à l'image. Et voilà, parce que pour nous, ça fait partie. Autrefois, c'était assez masqué derrière un avatar et tout ça. Maintenant, c'est vraiment des personnes qui s'engagent. Et pour aller jusqu'au bout de ça, par exemple, sur le compte Pocket de TikTok, on a Elodie qui va recommander les polars, on a Noémie qui va recommander les livres de l'imaginaire, Alix des développements personnels. On a attribué une couleur ou un genre de prédilection à chacune des membres de l'équipe pour pouvoir jouer ce rôle, quelque part, d'influenceur, en tout cas de personnes qui recommandent des lectures. Donc, en fait, les 2 premiers niveaux, c'est ça, en fait. Vos conseils, ça serait effectivement le communiqué de presse classique, on va dire, envoyé à la sphère globale, et puis une présence pour commencer à promouvoir vos livres sur vos réseaux personnels, Ouais. avant même que les influenceurs n'en parlent. Oui, et côté réseau, bien sûr, il y a quelque chose de générationnel. Si la cible du livre est pour les plus de 55 ans, on va plutôt aller sur Facebook. Les 25-45, génération Y, ça va être Instagram. Et puis, sous 25 ans, on va plus aller sur des réseaux comme TikTok ou Twitch. Donc, bien évidemment, adapté en fonction des cibles. Ok. Valérie, pour vous, communiqué de presse, pas communiqué de presse, autre chose? Alors, nous, on invite les éditeurs à jouer autant que possible la carte de la créativité. Parce qu'on estime que dans ces sphères digitales hyper concurrentielles, c'est la seule variable capable de créer de la valeur. Donc, on les invite à créer un dispositif de communication qui va être différenciant, qui va être original. Et ensuite, on les aide à le mettre en place. Mais la créativité, ça demande du temps, ça demande un temps d'idéation. Comment, parmi tous les scénarios possibles, trouver le scénario le plus pertinent, le plus congruent et le plus original. Et ça demande aussi un temps d'adaptabilité. Et ça, c'est essentiel. Une idée n'est créative que si elle est adaptée à la cible à laquelle elle s'adresse. Donc il faut prendre le temps de s'approprier, justement, on en parlait, hein, c'est les nouveaux codes des réseaux sociaux. Il y a un autre point qui me semble aussi essentiel, on les encourage toujours à travailler des dispositifs omnicanaux. Beaucoup d'éditeurs ont mis en place beaucoup d'initiatives sur différents canaux, mais ils ne sont pas forcément liés entre eux. Jouer l'omnicanalité de façon très concrète, ça va être par exemple de faire une captation d'une interview d'auteur sur Twitch. Ça va être par exemple organiser une campagne d'influence en réseau.
ça va être mettre un QR code sur vos livres pour apporter du contenu bonus. Et ça, jouer l'omnicanalité, ça multiplie le champ des possibles et ça développe encore plus l'impact de vos dispositifs de communication. Et pour rebondir sur ce qu'expliquait Aurélie, le compte de Pocket est souvent donné comme exemple parce que justement, ils ont pris en compte cette notion de créativité et il y a une implication aussi des équipes Pocket qui est très très intéressante. Donc il est souvent cité en exemple. Donc pour ça, bravo pour cette initiative. Merci. Je veux juste dire un petit mot sur l'omnicanalité, le côté omnicanal. Sur Twitch, depuis qu'on s'est lancé sur Twitch, c'est intéressant parce qu'on fait de plus en plus d'émissions Twitch en direct de librairie. On a une vraie demande. On a fait une émission à la FNAC, on a fait des émissions dans des librairies indépendantes. Donc là aussi, quelque part, on joue le phygital, c'est-à-dire événement physique, puisqu'on a du public pendant le live et des gens qui nous suivent à distance. Ok, alors là, on parle de créativité, on parle de démultiplication des réseaux. Ben, on va commencer à parler de la question qui fâche peut-être un peu parfois, c'est les budgets. Qu'est-ce qu'il faut envisager quand on est éditeur comme budget pour obtenir des prescriptions de qualité et ciblées par rapport au public que vous voulez atteindre? Est-ce que c'est une ligne supplémentaire dans vos plans de com par rapport à avant? Ou alors est-ce qu'il y a du budget qui a été un peu rogné sur un canal pour en donner à un autre? Et plus directement, un influenceur ou un prescripteur, est-ce que ça coûte cher? Parce que c'est quand même une vraie question. Et pour ça, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table. Peut-être Guillaume, parce que vous travaillez aussi sur des budgets. On ne va pas se mentir avec les éditeurs. Donc comment ça se passe? Ouais. C'est ce qui paye mon loyer. Et combien ça coûte? Combien ça coûte? Après, nous, on a, au fil des années, puisqu'on est vieux maintenant, on a une variété de produits qui est assez large. Dans la nature, en fonction des objectifs, on va plutôt faire un emailing ou faire chroniquer le livre pour amorcer le bouche à oreille ou faire une campagne d'affichage ciblée sur les lecteurs de polar, etc. En fonction des enjeux de tel ou tel titre. Mais on a aussi une gamme de prix qui est très variée, dans le sens où on travaille à la fois avec des très gros groupes qui ont des très gros enjeux et des tout petits acteurs pour qui c'est un gros enjeu, mais qui ont des budgets et des moyens marketing limités. Donc aujourd'hui, une campagne sur Babelio, ça peut coûter 500 €, comme ça peut coûter 10 000 €. On a vraiment une gamme extrêmement large pour s'adapter à la fois dans la nature des actions et à la fois dans le budget, aux besoins et aussi aux possibilités de chacun. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits acteurs ou de gros acteurs, mais avec des petits enjeux qui, du coup, peuvent pas mobiliser des ressources suffisantes pour des médias traditionnels qui vont être en disant je vais faire une campagne dans le métro ou des spots radio, etc., qui sont tout de suite des tickets d'entrée conséquents et qui du coup se limitent à un certain type d'ouvrage. Nous, mais je dis nous parce que je parle de ce que je connais, mais je pense que c'est le cas aussi quand on travaille sur les réseaux sociaux. On a des capacités de ciblage qui sont très fines, donc on est capable de dire, je veux toucher le lecteur qui est fan de manga, mais aussi des guerres napoléoniennes, qui est pile le lecteur pour mon manga sur Napoléon. Et typiquement, en ciblant très précisément, non pas des bassins énormes dans toutes les gares de France, mais les 10 000 lecteurs les plus pertinents, avec des budgets raisonnables, on peut arriver à faire des campagnes d'influence astucieuses. Okay. Aurélie? Alors oui, on a rajouté des lignes influence dans nos budgets médias. Alors les barèmes, il y a des barèmes publics que vous trouvez sur tous les sites. En gros, j'ai regardé avant de venir, donc à peu près pour 50 000 abonnés, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok, c'est entre 200 et 750 €, voilà, le post. Donc barème public. Après, bien sûr, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du fait que vous passez une collaboration à l'année avec un influenceur, que c'est un influenceur qui a particulièrement le vent en poupe et du coup ses tarifs se sont envolés. Après, il peut y avoir d'autres paramètres qui jouent, mais en tout cas, il y a bien des grilles et des tarifs qui existent. Voilà. Donc, juste pour compléter ce que vous dites, en fait, vous avez vos tarifs, mais il y a aussi certains influenceurs
qui donnent leur prix. C'est-à-dire Oui, bien sûr. qu'en deçà d'un certain... C'est ça qui est important. Les barèmes aussi sur Internet, ce sont des Si tarifs. je ne fais rien, si... Ce sont des tarifs indicatifs. C'est juste pour, voilà, pour se rendre compte. Et il y a aussi quelque chose, en dehors du tarif qu'on paye à l'influenceur, il y a aussi le coût voilà, des kits ou de ce qu'on peut envoyer aux influenceurs. On voit par exemple dans le secteur du manga qu'il y a une énergie folle sur des kits de presse extraordinaires avec parfois des vraies valises en métal avec à l'intérieur des SP, des goodies dans l'univers du livre. Donc tout ça, voilà, aussi un coût. Ok. Dites-nous tout sur les budgets. En tant qu'agence, on travaille avec des influenceurs de façon quotidienne. Et on peut vous dire qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique de l'influence, a fortiori dans l'univers du livre. Donc, c'est un peu, effectivement, c'est un peu plus complexe que, que ce qu'on souhaiterait. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la grande majorité des influenceurs littéraires se professionnalisent et ils sont quasiment tous auto-entrepreneurs. Et certains en ont fait leur métier. On en connaît quelques-uns, je pense notamment à Audrey, du Souffle des mots, elle en fait son métier. Donc, concernant le budget, nous, on contractualise tout le temps nos campagnes d'influence. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de professionnaliser l'échange. C'est une façon de pouvoir exiger une certaine qualité de contenu, d'exiger des livrables et d'assurer un retour sur investissement aux éditeurs avec lesquels on travaille. Sinon, si on ne passe pas par un contrat, c'est très compliqué et ça peut vraiment dégrader les relations avec l'influenceur qui ne va pas se sentir considéré. Il ne faut pas oublier qu'un influenceur digne de ce nom, c'est une personnalité qui a beaucoup de cordes à son arc. C'est une personnalité qui a été en mesure de rassembler autour d'elle un cercle de confiance grâce à des qualités relationnelles, ce sont souvent des très bons photographes, ils sont souvent très doués aussi en direction artistique, et donc tout ça, ça se valorise. Pour parler de budget, c'est effectivement très variable, ça va dépendre aussi de la campagne, du dispositif de campagne d'influence qu'on va mettre en place avec eux. Si c'est des campagnes sur le long terme ou si c'est du one-shot. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez pouvoir jouer sur le budget si la campagne est particulièrement justement créative et si il va prendre plaisir à y participer. Il est évident que certaines marques, certains auteurs vont faciliter le travail parce que il y a une question aussi de valorisation. Les influenceurs seront valorisés et presque honorés de travailler pour certaines marques ou certains auteurs. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc il faut en fait ajuster, c'est vraiment du cas par cas. Il va falloir ajuster les budgets en fonction de plusieurs variables, en fonction du dispositif, en fonction de la marque, en fonction de ce qu'on a à leur proposer derrière. Mais il faut trouver un juste milieu pour que chacun puisse s'y retrouver et qu'il n'y ait pas de frustration d'un côté ou de l'autre. Si un éditeur vient vous voir aujourd'hui, une fourchette de prix à peu près pour un dispositif, on va dire, basique, c'est possible ou pas de savoir, d'avoir une idée? On ne fait pas de dispositif basique. C'est pas du tout péjoratif, mais les services de presse le font mieux que nous. En général, ce qu'on apporte aux influenceurs, c'est des dispositifs de campagne d'influence créatifs sur le long terme. On va impliquer les influenceurs dans la création de contenu. Et en général, j'aime pas donner des budgets comme ça parce qu'on ne sait pas ce qu'on met dedans, hein, mais on peut avoir des campagnes d'influence avec 2-3 influenceurs qui peuvent commencer à 5 000 €, mais on a aussi des campagnes d'influence en réseau sur la France entière, notamment avec les éditions Gallimard. Là, on tire des budgets beaucoup plus conséquents parce que aussi derrière, on a eu des retombées considérables. Donc, voilà. Budget? Nous, budget, non, enfin nous, on travaille très différemment, mais aussi parce que la production est différente, mais clairement, on ne fait pas de publicité. Et évidemment, quand je parle d'influenceurs, ce sont des influenceurs qui travaillent
gracieusement pour nous. Enfin voilà, les gens qui promeuvent nos ouvrages. Ça existe aussi, effectivement. Ça existe aussi, encore une fois, parce que je pense qu'on a une production qui s'adresse aussi à un public plutôt de chercheurs et d'universitaires qui, effectivement, là, qu'on n'imagine même pas être dans une relation marchande avec eux. Soit ils le font parce qu'ils pensent que, voilà, soit ils ont envie de porter nos livres parce qu'ils considèrent que ce sont des livres importants, mais on ne les rémunérera pas pour ça. Okay. Et la production qu'on a, je pense, voilà, nous met un peu en marge de ce type de communication, mais je comprends qu'elle soit nécessaire pour d'autres publications. Alors c'est très compliqué d'estimer ce qu'on appelle le ROI, le revenu sur investissement, quand on mène des campagnes, notamment des campagnes de presse. Est-ce que vous avez quand même des outils en interne pour estimer le ROI, l'impact sur des campagnes de prescription côté éditeur, peut-être Aurélie? En fait, on regarde déjà la portée des publications, par exemple, d'un influenceur et son taux d'engagement. C'est déjà un premier indicateur. L'impact sur les ventes, il n'est pas toujours évident. On le voit dans certains cas, parfois. De la même que pour un article traditionnel dans la presse. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Sur l'impact du ROI? Non, juste pour dire qu'effectivement, c'est très compliqué à mesurer, dans le sens où nous, aujourd'hui, nous, on a un public de lecteurs qui est évidemment plutôt technophile et connecté. Pour autant, quand on les sonde, à plus de 80%, ils achètent avant tout leurs livres en librairie et dans les lieux de vente physique, type Fnac, etc. Et ils ne vont pas se présenter à leur libraire en disant « j'ai vu ça sur Babelio, merci de le signaler à l'éditeur que c'est par ce biais-là que j'ai entendu parler de ce livre ». Si bien que c'est très compliqué de mesurer l'impact réel, d'autant plus qu'on en a parlé depuis le début, c'est-à-dire que tout est multicanal, donc quand il y a une action chez nous, en même temps, il y a un service presse qui fait son boulot, et il est chroniqué dans la presse, il y a des libraires qui s'en emparent, etc. Donc après, de faire de l'attribution précise sur les ventes, alors après, effectivement, on se reporte sur ce qu'on peut mesurer, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre de clics, le reach dont parlait Aurélie, ce genre de choses qui sont des indicateurs de visibilité, mais la transformation derrière, qui est quand même ce qui intéresse l'éditeur en vente, elle est assez compliquée à mesurer à mon sens. Ouais. Ok. Alors justement, on va toucher à un autre sujet parce que le temps passe. On va parler plutôt des commentaires qui sont rédigés par les lecteurs sur les sites libraires marchands. Donc, que ce soit les librairies indépendantes ou les gros mastodontes de la librairie en ligne. Chaque site a aujourd'hui une zone commentaire où le lecteur qui a acheté un bouquin peut mettre son avis, mettre des étoiles, etc. Est-ce que les commentaires laissés sur une page livre dans un site marchand est important pour vous? Est-ce que c'est aussi un outil complémentaire pour pouvoir donner vie à un livre et lui donner de l'impact? Et où est-ce que vous les placez sur le niveau de l'échelle d'influence, sur un niveau de 1 à 5 par exemple? Qui voudrait répondre? Pascal? Pardon. Comme ce qu'on vient de dire, effectivement, je pense que tout a un rôle, mesurer chacun de ces rôles, c'est là la difficulté. Après, évidemment, s'il y a un certain nombre de commentaires et beaucoup de commentaires et des commentaires positifs, on imagine qu'à un moment donné, effectivement, ça joue un rôle dans la confirmation pour d'autres lecteurs d'aller. Mais encore une fois, je pense que c'est très difficile parce qu'on a une multiplication de lieux où les livres sont critiqués, commentés. Et plus grande est la difficulté de mesurer l'impact de chacun, je pense. Okay. Quelqu'un veut réagir? Oui. Les notes des ouvrages, à mon sens, c'est un point de parité. C'est pas un élément différenciant. Si vous voulez vendre votre livre, il doit être bien noté. S'il a moins de 3,5 sur Babelio, ça va être compliqué ensuite de rattraper le coup. Donc c'est vraiment un point de parité. Et c'est une base de prescription. Après, il y a d'autres leviers qui vont entrer en ligne de compte parce qu'il y a énormément, on est sur une économie de l'offre. Et le lecteur est assailli de propositions littéraires et éditoriales plus intéressantes et plus formidables les unes que les autres. Donc ce n'est pas, c'est pour ça que ce n'est pas un point différenciant, mais c'est une base. C'est une base de
faut quand même savoir qu'il y a des entreprises illégales, bien souvent, qui sont spécialisées dans la fourniture de commentaires sur les sites libraires. Il y a eu une histoire il y a peu de temps où justement une entreprise a été lourdement sanctionnée pour avoir eu des clients qui faisaient payer les commentaires sur les sites marchands. Oui, parce qu'aussi le fait d'avoir des commentaires avant la sortie d'un livre peut aider les algorithmes à faire remonter sa page et lui donner de la visibilité. Donc aujourd'hui, il y a cet aspect-là qui fait que c'est important d'avoir des commentaires avant la sortie d'un roman, et puis après, le côté caution, réassurance quand la personne est déjà sur la page d'achat. Parfait. Alors, on va parler de l'auteur. L'auteur, c'est quand même celui qui est au départ du livre, hein, avant même l'éditeur, on va dire. Et l'auteur a un rôle qui a peut-être un peu changé, en tous les cas dans certains domaines. Est-ce qu'il ne serait pas finalement le meilleur prescripteur ? Est-ce que son rôle a évolué selon vous avec les années qui passent ? Parce qu'on voit pas mal d'auteurs aujourd'hui qui ont une présence, notamment sur les réseaux sociaux, qui est hyper importante. En général, ils ont un site web, mais aussi des abonnés sur les différents réseaux dont on a parlé. Donc, est-ce que c'est pas lui, finalement, le meilleur prescripteur pour son livre ? Et est-ce que ça devient obligatoire pour un auteur d'avoir aussi une casquette d'influenceur ? Qui veut répondre ? Oui, Guillaume. Alors, c'est indéniable, il y a des auteurs qui ont des présences massives sur les réseaux sociaux. Pour autant, je ne pense pas qu'il faut que ce soit obligatoire. Je pense que c'est une question de bons clients et de mauvais clients. Il y a des gens qui ont ça dans le sang et qui trouvent un vrai plaisir, et ça se ressent dans la manière dont ils dialoguent avec leur communauté. Et c'est pas fin, et c'est pas un service marketing qui a créé le compte pour l'ensemble des auteurs de la maison en disant ok, on va décliner, on va faire un profil TikTok, un profil Facebook, etc. Puisque ça ne fonctionne pas. Si derrière c'est précisément des communications qui sont super incarnées. Donc s'il n'y a pas de sincérité, et si l'auteur c'est pas son truc de parler sur les réseaux, comme il y a des auteurs qui sont des mauvais clients en radio parce qu'ils ont une voix super aiguë et on les envoie pas en radio, j'imagine, quoi. Donc en soi, il y a des... Enfin, je pense pas que ce soit un passage obligé pour tous les auteurs. Je pense qu'il y a des gens qui s'en sont emparés, d'ailleurs de manière très spontanée, sans que ce soit une stratégie de communication décidée par l'éditeur, etc. Parce qu'ils ont trouvé ça sympa, comme, j'en sais rien, Amélie Nothomb, elle est super en salon parce qu'elle se rappelle de tous les lecteurs qu'elle a vus depuis 10 ans. C'est une super auteure pour les salons. Il y a d'autres auteurs qui sont hyper timides et qui sont cachés derrière leur pile de livres, et il faut peut-être pas les envoyer en salon. Donc en soi, je suis pas sûr que ce soit forcément une obligation. Et après, l'auteur, il est prescripteur. Après, c'est de la prescription évidemment un peu biaisée puisqu'il parle de ses propres livres. Donc en soi, la mécanique de prescription, c'est plutôt un avis extérieur sur d'autres livres. Donc je pense que c'est une relation. C'est un mode de relation entre l'auteur et ses lecteurs, et ça donne des accès supplémentaires à ce qui était jusqu'ici la dédicace en librairie et le salon, mais je ne suis pas sûr que ce soit une obligation et que ça s'y prête pour tout le monde. Okay. Qui veut réagir là-dessus sur le rôle de l'auteur ? Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Effectivement, c'est toujours très aidant d'avoir un auteur qui a déjà une forte communauté, et on sait aujourd'hui que les modèles économiques se renversent, que certains éditeurs vont aller chercher des influenceurs pour les transformer en auteurs, et ça fonctionne. Néanmoins, un auteur, par définition, n'est pas un influenceur, et puis il faut les rassurer là-dessus. C'est aussi notre rôle de prescripteur du livre, de faire ce travail pour eux. Ce qu'on demande à un auteur avant tout, c'est de savoir bien écrire et transmettre ses connaissances, sa philosophie, mais certainement pas d'être influenceur. En tout cas, c'est pas une priorité première. Pascal ? Alors, je pense que les auteurs sont des bons prescripteurs pour les autres auteurs. Je trouve que là, il y a clairement des communautés d'auteurs, alors des gens qui se connaissent, ou en tout cas des gens qui ont l'impression de partager en tout cas des sujets, des thématiques, et certains sont des très bons prescripteurs pour d'autres auteurs dans leur environnement. Après, le rôle de l'auteur, il a vraiment changé. Enfin, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, là, je trouve qu'un auteur qui publie un livre, pendant 3 mois, ça va être un travail presque à temps complet, ce qu'il attend. Si le livre marche, c'est beaucoup de sollicitations, parce qu'effectivement, multiplication des supports, mais aussi dans nos domaines, beaucoup d'entretiens, plus d'entretiens que de papier critique, et même les papiers critiques, parfois les auteurs sont aussi mis à contribution pour nourrir. Et effectivement, donc souvent, je trouve qu'un livre sortant, pendant 3 mois, l'auteur va être très sollicité, des rencontres en librairie, des radios, des télés,
éventuellement, et de la presse écrite beaucoup, plus tous les supports divers et variés, les podcasts. Enfin, je pense que c'est une mobilisation nécessaire, effectivement, qui va aussi, enfin, qui va jouer aussi, si l'auteur est bon, la promotion sera évidemment bien plus efficace, mais en tout cas, c'est je crois, une partie de leur travail qui est de plus en plus intense, il me semble. Ouais. Aurélie ? Je suis complètement en phase avec ce qui a été dit par Valérie et Guillaume. Si l'auteur a envie et une appétence particulière pour animer des réseaux, voilà, qu'il le fasse. Mais sinon, voilà, son éditeur, les agences partenaires seront aussi voilà, faire ce rôle de prescripteur et combler ça sur les réseaux sociaux sans problème. Alors, pour conclure, je vais vous poser une dernière question sur l'impact des podcasts. C'est quand même un média ou un médium ou un support, on va dire, qui prend de plus en plus d'importance. Médiamétrie, tous les mois, édite le nombre d'écoutes de podcasts en français à travers le monde. Et les chiffres sont faramineux. Ça se compte en millions d'écoutes. Donc le podcast est un vraiment, c'est pas un réseau social au sens propre du terme, mais c'est un nouveau support, ou alors un support qui est en train de se développer, parce que c'est pas nouveau, le podcast, ça existe depuis des années, et à l'étranger notamment pour toucher les lecteurs francophones. Donc c'est un phénomène, d'après vous, qui va supplanter l'importance des autres médias dont nous avons parlé, ou de type réseaux sociaux, ou alors c'est encore une fois une pierre de plus à l'édifice qui va contribuer au rayonnement du livre en France et à l'étranger. Qui veut intervenir là-dessus? Oui. Effectivement, je pense que c'est un média complémentaire, d'autant qu'effectivement, par exemple, Radio France, c'est aussi un producteur d'émissions de radio qui donne lieu à des podcasts, et puis aussi qui crée aussi ses propres podcasts natifs. Après, je pense qu'il y a le rôle des podcasts dits indépendants qui, voilà, chez Binge, La Poudre et autres, ont aussi fait émerger des thématiques, et je pense ont touché aussi un public, un lectorat, je crois, beaucoup plus jeune, un lectorat qui n'était pas forcément touché par la presse dite classique. Et en tout cas, je pense que sur des questions comme les questions féministes, par exemple, je pense qu'un certain nombre de podcasts ont eu un rôle stratégique. On l'a vu, nous, avec le succès de Sorcières de Mona Chollet, qui vraiment était un peu concomitant à l'émergence de tous ces podcasts, mais on l'a vu aussi sur d'autres titres qui effectivement n'ont peut-être pas eu le même potentiel, mais qui ont été accompagnés de façon très notable. Et là, pour le coup, on a vu les effets, ce n'est pas toujours le cas, mais là, on a vu des effets très, très sensibles entre certains podcasts et effectivement l'arrivée en librairie d'un lectorat que peut-être certains libraires n'avaient pas vu jusqu'à présent et qui arrivait via ces médiations-là. Je pense que ça va être une très bonne conclusion parce qu'on arrive au terme. Je suis sûre que vous auriez eu encore plein de choses à dire. Je vous remercie beaucoup pour la pertinence de vos interventions et j'espère que vous avez appris plein de choses pendant cette table ronde. Et je vais passer la parole à Clémentine pour la suite des assises. Merci à tous.